La Severskaya Douga, vantée comme indestructible, n'était-elle qu'un colosse aux pieds d'argile? Cette question, qui semblait le jadis absurde, hante aujourd'hui les états-majors, les stratèges et tous ceux qui, de près ou de loin, s'intéressent à la guerre moderne. Comment une forteresse édifiée au prix de 8 années de labeur acharné, selon les normes les plus avancées de l'ingénierie militaire, a-t-elle pu s'effondrer en l'espace de quelques jours? Pour l'ennemi, la Severskaya Douga représentait bien plus qu'une simple barrière défensive. Elle incarnait la quintessence de la fortification moderne, un condensé de béton armé, de ceintures de mines, de réseaux de tranchées et de galeries souterraines, pensées pour résister à tous les assauts, même les plus féroces. Dans l'esprit des défenseurs, l'idée même d'un échec était inenvisageable. Ils voyaient en elle le rempart ultime, le verrou du front, la citadelle censée garantir la stabilité de toute la ligne, quels que soient même pas les moyens déployés par l'assaillant. Pour comprendre l'ampleur de cette certitude, il suffit de rappeler d'autres exemples historiques. Pensons à la ligne Maginot, édifiée par la France entre les deux guerres mondiales. Elle aussi était censée être infranchissable, grâce à ses kilomètres de galeries, ses bunkers de béton, ses tourelles mobiles et ses réseaux de barbelés. Pourtant, en l'an 1940, elle fut contournée en quelques semaines à peine par une attaque innovante. Cette leçon du passé n'a pas suffi à vacciner les concepteurs de la Douga contre la tentation de l'absolu. Mais la réalité, comme souvent, a été plus cruelle que la théorie. En l'espace de quelques jours, cette ligne prétendument inviolable s'est effondrée. L'équilibre stratégique construit au fil des années a été balayé d'un revers de main. Ce qui devait être un modèle de supériorité technique et de résilience est devenu une démonstration cuisante des limites de la force brute. Derrière la chute spectaculaire de la Severskaya Douga se cachent des enjeux bien plus vastes, qui dépassent de loin le simple cadre militaire. Ignorer la force de l'innovation, sous-estimer la puissance de l'intelligence collective, c'est courir le risque de voir ses convictions les plus solides voler en éclats, avec des conséquences dramatiques pour la sécurité, la réputation et l'avenir stratégique d'une nation. Comment une ligne de défense jugée indestructible a-t-elle pu être percée si rapidement? Pour le comprendre, il faut plonger au cœur des méthodes et des innovations qui ont bouleversé la donne et explorer la mécanique de cette défaite éclair. Qu'est-ce qui élève une ligne de défense au rang de mythe? Est-ce la masse du béton, la sophistication des pièges ou la foi inébranlable de ceux qui la tiennent? La Douga, c'est d'abord une foi absolue dans l'indestructibilité d'un rempart forgé au fil de 8 années d'efforts, de sacrifices et d'investissements titanesques. Ici, rien n'a été laissé au hasard. Chaque mètre carré a été conçu, repensé, puis scellé sous le béton, dans l'esprit d'une doctrine OTAN adaptée au terrain. Un premier rideau de mines, antipersonnel et anti-chars, s'étire sur des dizaines de kilomètres, formant une barrière apparemment infranchissable. Derrière des fossés larges et profonds attendent d'engloutir les assauts mécanisés, se ramifiant en réseaux complexes. Pour donner une idée concrète, imaginez un champ de mines d'une densité telle que chaque pas risquait de déclencher une explosion. À certains endroits, on comptait jusqu'à 3 ou 4 mines par mètre carré, alternant les types et les modèles pour tromper les équipes de déminage. Les fossés, larges de 6 mètres et profonds de 4 mètres, étaient conçus pour stopper net tout char moderne, même ceux dotés de systèmes de franchissement avancés. Ces mesures étaient inspirées des plus grandes batailles du XXe siècle, où la défense en profondeur avait montré son efficacité, comme lors de la bataille de Koursk ou lors de la défense de Sébastopol. Mais la Douga n'est pas une simple succession d'obstacles. C'est une forteresse en strates, points d'appui retranchés sur les hauteurs, bunkers enterrés, casemates reliés par des galeries souterraines. Chaque position devient une micro-citadelle capable de tenir seule et de résister au pilonnage. Par endroits, les murs dépassent 2 mètres d'épaisseur, rendant ces nids d'aigle presque invulnérables aux obus ordinaires. Pour mieux comprendre, rappelons-nous les forts de la ligne Siegfried pendant la Seconde Guerre mondiale, réputés imprenables grâce à leurs épaisseurs et à leur profondeur. Pourtant, ces fortifications ont fini par céder sous la pression conjuguée de l'innovation tactique et de la puissance de feu alliée. La Douga s'inspire de ces modèles en y ajoutant une dose de technologie moderne, détection thermique, sas anti-explosion, porte blindée et système de filtration NBC, nucléaire, biologique, chimique. La clé de la Douga, c'est le feu croisé. Nulle part, l'attaquant ne peut avancer sans subir des tirs de flanc, de face et d'enfilade. Mitrailleuses, lance-roquettes, mortiers, tout s'enchaîne dans une organisation d'une précision chirurgicale.
Les communications serpentent sous terre, invisibles et protégées, reliant chaque bastion pour permettre une réaction instantanée à la moindre alerte. Pour les défenseurs, ce n'est pas simplement de la robustesse, c'est l'inviolabilité incarnée. À leurs yeux, la douga n'est pas une position ordinaire, c'est le verrou du front, le rempart ultime que rien, ni homme ni machine, ne doit briser. Leur confiance est totale, presque orgueilleuse. Ils ne doutent pas, toute attaque frontale sera broyée, écrasée, rejetée dans la boue et le sang. Ce sentiment d'invulnérabilité rappelle celui des Japonais retranchés à Iwo Jima, persuadés, après des années de fortification, que leur position résisterait indéfiniment. Mais la leçon de l'histoire est toujours la même. Aucune forteresse n'est éternelle, surtout quand l'ennemi innove. Mais c'est là que le piège se referme. S'imaginer qu'un modèle, aussi sophistiqué soit-il, immunise contre la défaite, c'est oublier l'inattendu, sous-estimer l'ingéniosité de l'adversaire. Miser tout sur la masse et la technique, c'est se livrer à l'erreur fatale qui ne pardonne pas. Pourtant, une menace se profile, bien différente de celles anticipées. La douga va bientôt affronter une force qui ne joue pas selon les règles du passé. Et si la citadelle la plus invincible devenait soudain transparente? Imaginez, une forteresse conçue pour résister à tous les assauts, réduite à la clarté d'une feuille de papier. C'est ce qui s'est produit à la douga, non par la force brute, mais sous la lumière crue du renseignement moderne. Cette révolution n'est pas sans rappeler le passage de la guerre de tranchées à la guerre mécanisée, où la visibilité et la mobilité ont remplacé la statique et la dissimulation. Tout a commencé par une collecte d'informations articulée sur 3 niveaux, minutieusement coordonnés. D'abord, le niveau orbital. Dans le silence stellaire, les satellites veillaient sans relâche. Par tous les temps, ils captaient chaque détail. Un retranchement fraîchement creusé, un abri camouflé, la moindre modification dans l'agencement des tranchées. En moins d'un mois, la douga n'était plus qu'un secret éventé. Chaque point fort, chaque réserve, chaque faille apparaissait en haute définition. Pour saisir la puissance de cette surveillance, imaginez des satellites capables de distinguer une pelle oubliée sur une position avancée ou de repérer la chaleur d'un moteur à travers la végétation. C'est ce que les technologies modernes permettent désormais, là où jadis il fallait des semaines de reconnaissance humaine pour obtenir une fraction de ces renseignements. Le deuxième niveau, aérien, mobilisait avions de reconnaissance et drones, perçant le voile des défenses ennemies. À très haute altitude, les avions cartographiaient le réseau radar et les systèmes anti-aériens, révélant la trame invisible de la protection électronique. Plus bas, les drones Orlan rôdaient inlassablement, repérant mouvements de troupes, rotation d'unités, stocks de munitions et routes de ravitaillement jusqu'alors occultes. Grâce à cette veille constante, chaque déplacement, même anodin, devenait un signal exploitable. Prenons un exemple. Lors de la bataille de Mossoul, en Irak, les forces irakiennes et leurs alliés ont utilisé des drones commerciaux modifiés pour surveiller et guider les frappes sur les positionnements précis de Daesh. La douga a connu le même sort, mais avec des moyens bien plus sophistiqués, capables de cartographier en temps réel l'ensemble du dispositif ennemi. Mais la clé véritable se cachait dans l'ombre. Le renseignement humain, 3e niveau, discret mais décisif. Une toile d'agents infiltrés s'était glissée dans le quotidien des défenseurs. Il rapportait en l'état d'esprit des hommes, les habitudes des chefs, les tensions, les doutes, l'épuisement qui fissure le moral. Ainsi émergeaient les véritables faiblesses, ici un bataillon démoralisé, là un commandant hésitant, ailleurs des communications brouillées, autant de fissures prêtes à s'ouvrir. Cette approche rappelle celle utilisée par les Alliés lors du débarquement de Normandie. La résistance française, intégrée au dispositif de renseignement, a permis de localiser et de saboter des points névralgiques, rendant les fortifications allemandes beaucoup moins efficaces qu'attendues. Toutes ces informations, des clichés satellites aux chuchotements recueillis dans les cantonnements, convergeaient envers un centre unique. Analystes et algorithmes tissaient ensemble une modélisation numérique, une réplique digitale du champ de bataille, vivante et mouvante. Minute après minute, la carte évoluait, nourrie par chaque nouvelle donnée. La douga devenait un organisme transparent, surveillé en temps réel. Chaque mouvement anticipé, chaque surprise désamorcée avant même de s'amorcer. L'illusion de sécurité, patiemment construite par l'ennemi, s'effondrait. Quand tout devient visible, la moindre faille se mue en brèche fatale. Pour les défenseurs, c'était comme marcher dans une maison de verre, exposée à chaque instant aux décisions adverses. Mais ce n'était que la première phase. Grâce à cette transparence absolue, une nouvelle stratégie pouvait s'enclencher, exploitant chaque faiblesse repérée. Cette stratégie, c'est celle de l'asymétrie.
du ciblage chirurgical et de la désorganisation méthodique. La tempête ne frappe jamais au hasard. Elle s'abat là où tout vacille, là où le moindre défaut devient fissure. À l'aube de l'assaut, rien n'est laissé à l'improvisation. L'artillerie longue portée, guidée par des nuées de drones, ouvre le bal. Chaque salve vise les centres vitaux, postes de commandement, stations radio, dépôts logistiques. L'objectif n'est pas la destruction aveugle, mais la paralysie. Les frappes, pilotées par des analyses en temps réel, images satellites, interceptions électroniques, rapports au sol, sapent la coordination ennemie. Première lame, décapiter la chaîne de décision. Les officiers perdent contact, les relais tombent. Les systèmes automatisés, privés de données fraîches, réagissent hors tempo. La structure adverse se délite. Ce principe rappelle la doctrine américaine du shock and awe utilisée lors de l'invasion de l'Irak, visant à désorganiser l'adversaire avant même qu'il puisse réagir. Seconde lame, démanteler les lignes de feu. Drones et artillerie localisent, puis neutralisent les points d'appui, nains de mitrailleuses, lanceurs anti-chars. Les drones kamikazes, en éclaireurs, sondent les failles, tracent les réserves. Les blindés adverses, surpris dans leurs abris, sont frappés avant même de pouvoir riposter. Troisième lame, briser le moral. Des messages audio diffusés par haut-parleurs et drones exploitent l'isolement grandissant des défenseurs. Communication brouillée, appel aux renforts sans réponse, chefs invisibles, l'incertitude sème la panique. Cette tactique psychologique a été utilisée pendant le siège de Grozny, lorsque les forces russes diffusaient en soi des messages démoralisants à destination des défenseurs tchétchènes. À travers ce chaos organisé, les ingénieurs de combat progressent. Sous les tirs, ils percent des couloirs dans les champs de mines, franchissent fossés et pièges. Système de détection avancé, ponts mobiles, routes sécurisées, chaque geste répond à une chorégraphie précise. Les passages sont couverts d'écrans de fumée et d'interférences électroniques aveuglant l'ennemi. Pour donner un exemple concret, lors de la bataille de Falloujah en Irak, les ingénieurs américains utilisaient des chars spécialisés pour déminer et ouvrir des brèches, tandis que des fumigènes dissimulaient leurs mouvements. À la Douga, la sophistication des moyens déployés était encore supérieure. Brouilleurs de signaux, drones de reconnaissance et robots démineurs opéraient en symbiose avec l'infanterie. L'infiltration s'appuie sur de petites unités agiles. Elles glissent par les brèches, isolent les points d'appui, coupe, retrait et ravitaillement. Pas d'assaut frontal, l'asphyxie progressive, la fragmentation des défenses. Les groupes adverses, encerclés, privés de liaison, deviennent incapables de manœuvrer. Ce principe rappelle la Blitzkrieg allemande du début de la Seconde Guerre mondiale, où des unités mobiles contournaient en les positions fixes pour les isoler et les réduire une à une. L'appui blindé, resté en réserve, surgit dans les couloirs dégagés. Chars et véhicules de combat exploitent la surprise, évitent les pièges, percent là où nul n'attend plus d'assaut. La puissance de feu concentrée, alliée à une mobilité fulgurante, brise tout équilibre local. L'ennemi, aveuglé et coupé de ses capteurs, ne réagit plus qu'à tâtons. Dans les airs, la suprématie est totale. Hélicoptères et avions d'attaque survolent, sans opposition réelle, le champ de bataille. Ils frappent quand les replient, écrasent les colonnes en fuite, abattent chaque drone ennemi qui ose s'avancer. Cette domination aérienne rappelle l'opération Tempête du désert, où la coalition a neutralisé toutes les forces irakiennes en quelques jours grâce à un contrôle total du ciel. En parallèle, une guerre électronique féroce paralyse les communications adverses. Radios saturées, réseaux piratés ou mis hors service. Chacun doit se contenter de ses seuls yeux. Les ordres se perdent, la défense se morcelle en poches isolées. Tout repose désormais sur la coordination. Une simple erreur, un temps mort, un manque de synchronisation, et la mécanique s'enraye. La technologie ne vaut rien sans confiance et discipline collective. Mais lorsque tout s'emboîte, même la citadelle la plus imposante se fragmente de l'intérieur. La Severskaya Douga, naguère bastion de béton et d'acier, se retrouve désarticulée. Ses défenseurs sont submergés par la vitesse et la précision de l'attaque. Ce n'est pas la force brute, mais la maîtrise du temps, de l'espace et de l'information qui change tout. La percée de la Severskaya Douga révèle bien plus qu'une victoire tactique. Elle illustre comment l'adaptation et l'intelligence collective redéfinissent la notion de puissance, au-delà de la matière. L'histoire militaire regorge d'exemples où l'innovation a renversé les certitudes. La prise de Constantinople par les Ottomans grâce au canon, la victoire de Napoléon à Austerlitz par la manœuvre, ou encore la guerre du Vietnam, où la guérilla a vaincu la puissance technologique. Quand tout vacille, il ne reste qu'une alternative, fuir ou sombrer.
En moins d'une journée, l'encerclement s'est refermé au nord comme au sud, tranchant chaque voie de ravitaillement. Les défenseurs, piégés dans une nasse, se sont retrouvés coupés du monde. Privés de renforts et de vivres, les failles du commandement sont vite apparues. Ordres contradictoires, rupture de communication et une sensation croissante d'isolement absolu. Les pertes humaines et matérielles ont explosé. Véhicules calcinés, bastions désertés, blessés abandonnés. L'arsenal de destruction s'est abattu sans relâche. Des frappes d'artillerie chirurgicale, guidées par des drones omniprésents, ont pulvérisé les centres névralgiques. L'aviation, elle, interdisait toute retraite, toute tentative de regroupement. En quelques salves, des mois de dur labeur ont été réduits à néant. Béton éventré, galeries obstruées. La panique s'est propagée dans les tranchées. Certains, lucides sur l'issue, ont tenté l'impossible à travers les champs de mines. D'autres ont fui, abandonnant armes et frères d'armes. La cohésion psychologique a volé en éclats. La confiance dans le commandement s'est dissoute, la résistance s'est muée en débandade. Devant cette brèche irréparable, la ligne de front s'est effondrée sur plusieurs kilomètres. À l'ouest, un corridor s'est ouvert, exposant l'arrière de toute la défense. Ce désastre localisé a eu un effet domino. Morale en chute, confusion généralisée, équilibre du front brisé. Ce phénomène rappelle la débâcle française de l'an 1940, où la chute de quelques points clés entraîna l'effondrement de tout le système défensif. Il ne s'agissait plus d'une simple position perdue, mais de l'effondrement d'une architecture entière. Des années d'efforts et de sacrifices ont sombré en quelques heures. L'incapacité à anticiper ou à réagir face à un adversaire innovant a signé la disparition d'un système qu'on croyait invulnérable. Quelles leçons tirer de cette défaite fulgurante ? Derrière la chute de la Severskaya Douga, c'est une révolution de la guerre qui s'esquisse. Comprendre cette mutation, c'est saisir comment l'innovation et l'agilité peuvent bouleverser tous les équilibres. L'histoire regorge de moments où la rigidité a mené à la défaite. La chute de Rome figée dans ses traditions face à des envahisseurs mobiles, la perte de l'Empire byzantin trop confiant dans ses murs, ou encore les samouraïs japonais dépassés par les mousquets occidentaux. Dans un monde où chaque geste est observé, seule l'agilité mentale distingue les vainqueurs des vaincus. Les entreprises qui ont survécu aux crises majeures sont celles qui ont su se réinventer. IBM, par exemple, a su passer du matériel à la prestation de services, tandis que Kodak, resté attaché à la pellicule, a disparu. Cette règle s'applique à la guerre comme à l'économie ou à la politique. La percée de la Severskaya Douga révèle que même les forteresses forgées par des années de travail acharné, respectant les standards les plus stricts, ne résistent pas à l'intelligence collective et à l'innovation stratégique. Ceux qui s'accrochent aux méthodes du passé, qui misent donc tout sur la solidité des structures ou la quantité de moyens, se retrouvent déjà dépassés. Aujourd'hui, la robustesse d'un béton armé, l'épaisseur d'une tranchée ou la profusion de mines ne garantissent tant plus la victoire. Ce qui compte, c'est la capacité à percevoir l'invisible, à transformer l'information en arme, à frapper par la coordination et la rapidité d'exécution. Ici, l'avantage n'était ni matériel ni purement numérique. Il résidait dans la maîtrise du renseignement multidimensionnel, l'interconnexion des capteurs, la complémentarité entre humains et machines. Face à la Douga, certains voyaient une muraille infranchissable. Mais la guerre moderne ne se gagne pas en accumulant les obstacles. Elle se gagne en comprenant et en contournant leur logique. L'échec n'a pas attendu le fracas des canons. Il a commencé bien plus tôt, quand l'adversaire a cru que ces schémas classiques suffiraient. Là où tout devient prévisible, la vulnérabilité s'installe. Pour éviter de tomber dans ce piège, il convient d'adopter quelques règles pratiques. Premièrement, toujours questionner ses certitudes. Dans tout domaine, la remise en question n'est pas un signe de faiblesse, mais de lucidité. Les défenseurs de la Douga auraient dû inviter des experts extérieurs à tester leurs dispositifs, comme le font les entreprises soucieuses de leur cybersécurité. Deuxièmement, encourager l'innovation à tous les étages. Cela signifie donner la parole à ceux qui sont sur le terrain, écouter les signaux faibles, promouvoir la créativité même chez les subalternes. Les plus grandes innovations viennent souvent d'en bas. Le char Renault FT, qui a révolutionné la guerre en 1917, fut le fruit d'ingénieurs outsiders. Troisièmement, investir dans la formation continue. Les armées les plus performantes ne se contentent pas de manœuvres annuelles. Elles simulent des scénarios inattendus, mélangent les unités, testent la réaction à l'imprévu. Cette culture du wargaming doit s'étendre à tous les domaines: gestion de crise, informatique, logistique. Quatrièmement, accepter l'échec temporaire comme moteur de progrès.
Les grandes victoires sont souvent précédées de défaites cuisantes, à condition de les analyser sans complaisance. Après la défaite de Pearl Harbor, les États-Unis ont révolutionné leur doctrine navale, aboutissant à la victoire de Midway. Cinquièmement, ne jamais sous-estimer l'ennemi. L'arrogance est le pire des conseillers. Les défenseurs de la Douga pensaient que la masse de béton suffisait. Ils n'ont pas vu venir la menace invisible, celle de l'innovation. Cette leçon va bien au-delà du champ de bataille. Que ce soit dans les affaires, la technologie ou les relations humaines, celui qui refuse d'anticiper, de s'adapter ou de remettre en question ses certitudes prend le risque de tout perdre, ses ressources, sa réputation, son avenir. Refuser de changer, c'est déjà céder du terrain. Rien n'est plus dangereux que de sous-estimer la puissance d'un esprit libre, capable de bousculer les dogmes et d'ouvrir de nouvelles voies. Ce sont les esprits agiles, ceux qui acceptent de voir le monde autrement, qui s'imposent dans les jeux de pouvoir et dessinent l'avenir. En définitive, la percée de la Severskaya Douga n'est pas qu'une victoire tactique, c'est le triomphe de la pensée vivante sur les schémas figés. C'est une invitation pour chacun d'entre nous. Osez la remise en question, fuyez les recettes toutes faites, faites de l'information et de la créativité vos alliés. La prochaine bataille, quelle qu'elle soit, ne se gagnera pas par la force brute, mais par la capacité à voir plus loin, à comprendre plus vite, à agir autrement. En conclusion, souvenons-nous, aucune forteresse n'est éternelle, aucune méthode n'est universelle. Ceux qui l'oublient sont condamnés à revivre les erreurs du passé. À la Douga, ce ne sont pas les murs qui se sont effondrés, mais les certitudes. La victoire appartient à ceux qui savent regarder au-delà de la surface, anticiper l'inattendu et transformer chaque faiblesse en opportunité. Saurons-nous retenir la leçon ? La réponse appartient à chacun de nous.